Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver en ce lundi soir, comme tous les lundis soirs, pour débriefer l'actu foot du week-end, les Football Leaks et leurs implications, la Ligue 1 en révolte, une Serie A explosive et Dortmund qui accroît encore son avance. On parle de tout ça et bien plus encore dans ce nouvel épisode de l'œil de Willou. Et on commence avec sans doute le fait majeur du week-end, le second épisode des Football Leaks, qui sème la pagaille dans notre foot européen. Il y a 2 ans déjà, en décembre 2016, une vingtaine de millions de documents confidentiels obtenus par le journal allemand Der Spiegel avaient été divulgués, mettant alors en lumière l'évasion fiscale, pratiquée par de nombreux footballeurs, et particulièrement ceux appartenant au réseau du super agent Jorge Mendes. Vendredi, les Football Leaks ont encore frappé. Et s'ils continuent à s'intéresser aux fortunes individuelles, ce sont cette fois des collectifs qui se trouvent au cœur de la tempête. Le PSG et Manchester City sont accusés de pratiques financières déloyales. L'UEFA est accusée de mener un double jeu secret. Qu'en est-il réellement? Que risque le PSG? À quoi ressemblera notre sport dans 10 ans? Alors déjà, un petit rappel des faits pour bien comprendre l'histoire. En 2010, souvenez-vous, l'UEFA a mis en place la fameuse règle du fair play financier qui a beaucoup fait parler, mais pour aller très vite, pour schématiser, le fair play financier, c'est une règle qui empêche les clubs de dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent. C'est une règle qui a été défendue de plusieurs manières. Alors certains disaient que c'était pour préserver la santé financière des clubs, en évitant de creuser les déficits. D'autres se basaient sur un argumentaire un peu moral, en quelque sorte, qui consistait à dire « le succès doit se construire avec patience, tu peux pas arriver à injecter 1 milliard d'euros dans un club et en faire une machine à gagner des C1 en quelques saisons, c'est pas l'esprit du sport ». Tout ça se discute et on va reparler très vite, mais voilà, ça c'est la base. Ce fair play financier qui t'empêche d'investir à perte et qui t'empêche de dépenser plus d'argent que tu n'en gagnes grâce aux activités de ton club, c'est la règle et c'est une règle qui, pour un club comme le PSG, est très contraignante. Parce que si t'es le PSG, aujourd'hui, d'un côté de ton bilan, t'as des revenus qui sont pas dégueulasses. Une qualification tous les ans pour la Champions League, ça ramène des gros sous, des titres, des droits télé en hausse, c'est pas mal, mais il y a forcément une frustration. Parce que même si c'est pas mal, par rapport à ce que tu pourrais investir s'il n'y avait pas de fair play financier, c'est presque rien. Pourquoi ? Parce que, faut-il le rappeler, le PSG est détenu à 100% par QSI. Qatar Sport Investment, une organisation rattachée à QIA, Qatar Investment Authority, qui est lui-même un fonds d'investissement souverain détenu par le prince du Qatar. Donc quand on parle du PSG comme un club-état, on n'exagère pas. Le PSG a des ressources potentiellement énormes, celles que serait prêt à investir en fait le prince du Qatar, et ça c'est une enveloppe infiniment plus grande que n'importe quel revenu de droit télé, que n'importe quel revenu de participation en Champions League, et que n'importe quelle dotation de la LFP bien sûr. On a donc un club qui a des ressources énormes, quasiment illimitées, mais qui peut pas les utiliser à cause du fair play financier, ou qui en tout cas peut pas les utiliser autant qu'il veut, alors Paris a trouvé une combine. Comme vous le savez bien sûr, les clubs de notre foot moderne sont sponsorisés par tout un tas d'entreprises qui s'affichent en général sur le maillot, sur le short ou sur d'autres produits ou services du club en question. Par exemple, la marque de voiture américaine Chevrolet paye entre 50 et 60 millions d'euros par an à Manchester United qui affiche le logo Chevrolet sur son maillot. Et en contrepartie, peut utiliser cet argent pour faire ce que bon lui semble, acheter un joueur par exemple. C'est une manière très efficace d'injecter de l'argent dans la caisse du club et de pouvoir donc en dépenser sans être hors la loi, sans aller à l'encontre du fair play financier. Et le PSG a fait pareil avec un sponsor qu'on connaît bien maintenant, Qatar Tourism Authority. Et le problème, c'est que le sponsor paye plus de 200 millions d'euros par an au PSG. Une somme absolument colossale, alors que le partenariat a été évalué par une cellule indépendante comme un partenariat plutôt mineur qui devrait rapporter au maximum 3 millions d'euros par an. En gros, le Qatar avait mis en place ce contrat excessivement surpayé comme une manière de contourner le fair play financier, comme une manière d'alimenter financièrement le PSG pour que celui-ci puisse investir massivement sur le marché des transferts par exemple. Et alors cette histoire de contrat surévalué, c'est quelque chose qu'on savait déjà il y a quelques mois. Le PSG avait été condamné par l'UEFA et contraint de payer une lourde amende. Le PSG avait dû aussi se montrer très discret sur le marché des transferts et s'est très peu renforcé cet été. Mais ce que les Football Leaks ont dévoilé vendredi, c'est que les sanctions infligées par l'UEFA au PSG pour avoir triché entre guillemets sur le fair play financier ont été en coulisses revues à la baisse par celui qui était à l'époque le secrétaire général de l'UEFA et celui qui est l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino.
Du coup, la suite de l'histoire s'annonce absolument explosive, parce que le PSG va devoir s'expliquer à nouveau devant la justice sportive. Son contrat de partenariat avec Qatar Tourism Authority, surtout, ne pourra pas être renouvelé. Donc il arrive à expiration cet été, et il ne pourra pas être renouvelé. Du coup, le PSG doit trouver plus de 100 millions d'euros d'ici la fin de saison, sinon il risque de très fortes sanctions qui pourraient aller jusqu'à l'exclusion de toute compétition européenne. Inutile de dire que c'est une somme pas facile à trouver et que si ça devait en arriver jusque-là, ça signifierait sûrement la vente d'au moins un des joueurs clés. Le truc en plus, c'est que quand tu arrives à la table des négociations et que le président en face sait que tu dois vendre, bah ça te met pas vraiment en position de force. Donc côté Paris, t'as tout ça et t'as aussi une situation sportive qui est pas ultra réjouissante. Alors oui, bien sûr, 12 victoires de rang en Ligue 1, un championnat qui est absolument terrassé, mais beaucoup de difficultés contre les gros en Europe, des lacunes au milieu de terrain, l'attitude désinvolte de certains cadres qui posent question. En fait, quand tu combines tout ça, j'ai l'impression que malgré Neymar, malgré Mbappé, le PSG d'aujourd'hui semble en fait encore plus loin de son objectif qu'il y a quelques saisons. C'est vraiment une période très compliquée pour eux. Donc on peut imaginer, pour répondre enfin au titre de la vidéo, Football Leaks, quel risque pour Paris, on peut imaginer une forme de scénario catastrophe. L'été prochain, perte d'une de ses stars, le projet qui prend du plomb dans l'aile, le Qatar qui commence à s'impatienter, ça peut rapidement tourner au vinaigre, mais on peut aussi avoir l'inverse. Car depuis quelques années déjà, le PSG prépare son arme ultime, qui jusque-là était surtout une menace, une arme de dissuasion, mais qui pourrait en fait voir très vite le jour, une attaque en justice du fair play financier auprès de l'autorité de la concurrence. Et alors, je suis pas juriste, même clairement pas juriste, mais j'ai l'impression de ce que j'ai lu que ça pourrait aboutir. J'ai l'impression que ça a au moins une chance d'aboutir, parce que le FPF semble assez bancal sur pas mal de points, et force est de constater qu'il protège quand même les gros historiques au détriment des nouveaux riches, comme City et le PSG, et que donc, d'une certaine manière, il fausse le jeu, il fausse l'équilibre concurrentiel. Et alors si ça aboutit, bah là c'est plus du tout le vinaigre. Là c'est la fin du fair play financier, la fin des restrictions budgétaires pour Paris qui peut enfin s'en donner à cœur joie et dépenser des centaines de millions, voire des milliards d'euros sur le marché des transferts. C'est une révolution majeure. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'on est à l'aube d'un grand déchirement et que tous les chemins sont encore ouverts pour le PSG, celui de la régression agressive en cas de sanctions fortes, celui de la stagnation qui est un petit peu le chemin actuel, celui qui est en train d'être pris en ce moment, mais aussi celui de l'explosion si les contraintes du FPF venaient à être levées. C'est aussi une période charnière pour l'UEFA, qui est de plus en plus menacée par le projet de ces fameux clubs historiques de créer une Super League indépendante, avec leurs propres règles. On est vraiment à un tournant du football européen, dont le visage pourrait être totalement transformé d'ici quelques saisons à peine. En Ligue 1 maintenant, l'AS Monaco s'est encore incliné face à Reims 1-0. L'Olympique Lyonnais a livré une copie catastrophique contre Bordeaux 1 partout, même score entre Strasbourg et Toulouse. Rennes s'est imposé à Caen 2-1, comme Nice face à Amiens 1-0. Dijon a volé en éclats sur sa propre pelouse contre Nîmes 4-0, tandis que Nantes a giflé Guingamp grâce à un doublé d'Emiliano Sala 5-0. Avalanche de buts entre Saint-Etienne et Angers, les Verts s'imposent 4-3. Triomphe des Parisiens en ouverture contre leur dauphin lillois 2-1. Enfin, Montpellier a corrigé des Marseillais apathiques à la Mosson 3-0. Alors décidément, c'est vraiment pas la joie pour les supposés cadors de notre championnat. Monaco a encore du mal, il faut laisser bien sûr beaucoup de temps à Henry, mais je pense que de par son statut, il va bénéficier d'une période d'immunité beaucoup plus longue que la moyenne, c'est tant mieux. Sinon, Lyon, c'était vraiment une purge absolue. Alors j'étais très emballé par ce dispositif en 4K de losange qui permettait de mettre tous les meilleurs joueurs sur le terrain en même temps. Enfin, première fois de la saison que ça testait ce schéma, alors qu'il avait très bien fonctionné en fin de saison dernière, mais j'ai pas compris pourquoi ça jouait aussi long. Ça cherchait toujours des passes à 10-15 mètres avec des joueurs tellement éloignés les uns des autres. L'OL cette saison, tactiquement, c'est juste épouvantable. Et puis hier soir, Marseille qui prend une gifle sans vraiment broncher. Alors manque de réalisme en première mi-temps, mais manque de tout en seconde. A l'inverse, Montpellier, sans non plus déborder de talent individuel, livre des copies vraiment propres. Meilleure défense de Ligue 1, ex aequo avec celle de Paris. A l'inverse, en face, Marseille, 19e défense du championnat. Voilà, je sais pas si ça tiendra toute la saison pour Montpellier, mais il y a du potentiel, il y a assez de potentiel pour au moins aller accrocher une place européenne. Petite mention aussi à Aguilar, que j'ai trouvé très bon. En Angleterre ensuite, les leaders ont cartonné. 6-1 pour Manchester City face à Southampton et 3-1 pour Chelsea contre Crystal Palace, grâce notamment à un doublé d'Alvaro Morata. United renverse la vapeur à Bournemouth et s'impose dans les derniers instants de la partie 2-1.
Tottenham résiste au retour des Wolves et reste au contact du podium 3-2. Enfin, Arsenal et Liverpool se sont neutralisés dans le choc du week-end. L'éternel James Milner avait pourtant ouvert le score à l'Emirates, mais Alexandre Lacazette s'est brillamment illustré pour égaliser en fin de partie. Côté Serie A, un seul faux pas à signaler, le partage des points concédés par l'AS Roma sur la pelouse de la Fio, un partout. Le Napoli a idéalement préparé son choc de mardi en balayant Empoli 5-1. L'Inter Milan a atomisé le Genoa et s'empare de la seconde place 5-0. Gros score pour la Lazio également, 4-1 contre Spal. La Juve reste invaincue en écartant Cagliari 3-1. En Allemagne, Dortmund, court vainqueur de Wolfsburg 1-0, accroît son avance sur le Bayern, tenu en échec par Fribourg 1 partout. Les hommes de Favre, invaincus, comptent 4 points de plus que leurs poursuivants. La Liga ensuite a été le théâtre de quelques affrontements épiques. Le Barça a renversé une situation bien mal engagée contre le Rayo et mené 2-1 à la 87e, s'impose finalement 3-2. Le Real Betis et le Celta Vigo nous ont offert quelques buts exceptionnels et partagent les points 3 partout. Le Real Madrid a dû attendre le dernier quart d'heure pour faire la différence face à Valladolid 2-0. Enfin, un peu plus tôt dans la semaine, Boca Juniors et River Plate ont composté leur billet pour la finale de Copa Libertadores, la première fois qu'un Super Classico se jouera à ce stade de la compétition. Le match aller de la finale de Ligue des Champions africaine, elle, a été remportée par Al Ahly 3-1. L'Espérance de Tunis espère prendre sa revanche vendredi. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de L'œil de Willou. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce week-end de foot et qu'est-ce que la situation du PSG vous inspire? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. De notre côté, on se retrouve bientôt pour mes pronos Champions League dès demain, pour mes analyses des matchs dans la foulée, dans la semaine. Et puis on parlera aussi plus en détail de la finale de Ligue des Champions africaine et de Boca River aussi. Voilà, gros programme, j'espère que vous serez au rendez-vous. Alors comme d'habitude, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Bisous.